Monsieur le Premier ministre, le chef de l'État vous a choisi pour diriger le gouvernement de la France. Il a même eu la délicatesse de choisir aussi vos principaux collaborateurs. Mais n'oubliez jamais que désormais vous êtes le Premier ministre de la France. Et n'oubliez pas non plus que dans la République, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple français. C'est lui et lui seul que vous devez servir dans le cadre de nos institutions républicaines, bicamérales. Vous l'avez cité, nous avons été touchés. Je voudrais simplement redire ce que disait le plus célèbre sans doute des sénateurs, Victor Hugo, après bien sûr le président Larcher. La France dirigée par une assemblée unique, ce serait la mer gouvernée par l'ouragan. Ce sont nos institutions, et si vous êtes attaché à votre pribre gaulliste, vous vous en souviendrez. Votre tâche est lourde, à l'image de la lourde épreuve qui accable depuis plusieurs mois notre pays. Elle exige de vous le meilleur et elle exige aussi de nous de la hauteur. J'entends, depuis que vous êtes nommé, de nombreux commentaires qui cherchent à déterminer quel Premier ministre vous serez. Mais l'important n'est pas là. Peu importe le Premier ministre que vous serez. Ce qui importe, c'est ce que vous ferez. Peu importe votre accent chantant agréable à écouter, je dois le dire. Simplement, cet accent est aussi la preuve vocale de ce que disait un poète. Le reflet du sol sur les âmes. Mais ce qui compte au bout du compte, ce sera la partition de vos décisions, des actes que vous poserez. Des actes que vous poserez dans des circonstances tellement difficiles pour la France, avec des crises, plusieurs crises emboîtées comme des poupées russes, les unes dans les autres. Crise sanitaire, crise économique et sociale, et pas la moindre. Et je terminerai sur celle-ci, la crise civique. La crise sanitaire, il vous faudra énormément d'énergie, plus d'énergie que jusqu'ici vos prédécesseurs n'en ont déployé pour éviter une résurgence. J'en prends à témoin 2 exemples, les masques. Il a fallu 5 mois, nous le réclamions ici, à plusieurs reprises. 5 mois pour rendre obligatoire, et ça n'est pas encore fait, les masques dans les endroits publics clos. Pareil pour le dépistage, j'ai entendu le président de la République dire « mais on a les capacités, mais on n'a pas la demande ». Non, ce n'est pas qu'on n'a pas la demande, on n'a pas la stratégie, monsieur le Premier ministre, pour tester. On nous avait promis 700 000 tests, on en fait 2 fois moins. Il ne faut pas attendre, la plupart des cas sont asymptomatiques. Il faut tester. Pourquoi avoir interdit d'ailleurs les entreprises volontaires, les salariés volontaires, des dépistages systématiques? Il faut donc beaucoup plus d'énergie pour régler évidemment cette crise sanitaire, pour éviter la résurgence. Et puis il y a la crise économique et sociale. La France est à la croisée des chemins et nous avons un choix terrible entre le relèvement, il est possible, ou entre l'engourdissement, c'est-à-dire le décrochage, le déclin. Les décisions que vous serez amenés à prendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, détermineront l'avenir de la France, pas seulement pour ce quinquennat, mais sans doute pour 10 ou 15 ans qui viennent. Et partout, c'est une course contre la montre. Les nations du monde, les nations européennes ont commencé cette course à la reprise économique. Nous ne sommes pas bien placés, vous l'avez dit vous-même. Moins 11%, c'est sans doute un des plus mauvais résultats dans le monde développé en matière de violence de la récession. Il faudra agir vite sur 2 urgences simultanément. L'urgence sociale avec le chômage sans doute des salariés. Il faudra toujours préférer financer des dépenses actives, d'investissement en compétences, former plutôt que licencier. Puis il y a les jeunes. Ne vous enfermez pas dans les recettes du passé. Vous ne bâtirez pas l'avenir avec des vieilles solutions, les contrats aidés. Préférez, pour ces jeunes qui sont souvent sans qualification, qui ont connu un échec scolaire, préférez des contrats d'apprentissage d'une nouvelle façon. Nous avons des propositions, monsieur le Premier ministre, à vous faire. Et, si vous le voulez bien, nous les ferons. Bien sûr, l'urgence sociale d'abord, l'urgence économique ensuite. La clé du relèvement, c'est la croissance. C'est la croissance, mes chers collègues, qui paiera nos dettes. C'est la croissance qui protégera les Français du déclassement, de l'appauvrissement aussi bien collectif qu'individuel. Mais pour aller chercher le potentiel de croissance, il faut agir puissamment sur 2 facteurs.
de secteurs et de facteurs sur lesquels la France est faible, trop faible. L'offre de travail, bien sûr, les compétences, augmenter les compétences de ceux qui en France travaillent, mais aussi travailler davantage. Je ne connais pas, dans nos expériences individuelles, dans les expériences historiques collectives, de grandes épreuves surmontées dans la facilité. Oui, il faudra du courage. Oui, il faut dire la vérité aux Français et tourner le dos à tous les mensonges qu'on leur a fait depuis des années, évidemment. Pour ce qui concerne cette croissance potentielle, il y a l'offre de travail, mais ici, il y a la compétitivité qui est en berne, comme l'exprime depuis tant d'années le déficit du commerce extérieur. Et pour cela, il faudra baisser les impôts. Baisser les impôts de production a commencé, vous devriez le faire maintenant, dans le PLFR 3, la C3S. Dès maintenant, baisser les charges au-delà de 1,6 SMIC. Parce que si vous ne le faites pas, vous désavantagez l'industrie. Et vous voulez pourtant réindustrialiser la France. Vous devez le faire. Annuler le forfait social, pas seulement sur les TPE, les PME, mais aussi les ETI. Si vous voulez vraiment relancer puissamment la participation, si vous vous dites gaulliste social, annulez le forfait social, faites-le maintenant, n'attendez pas la rentrée, n'attendez pas demain. Sans compétitivité, il n'y aura pas de souveraineté économique. Sans compétitivité, il n'y aura pas de relocalisation. Sans compétitivité, il n'y aura pas de réindustrialisation et donc de mobilité sociale. Parce que de tous les pays d'Europe, comme vous le savez, c'est la France qui s'est le plus tertiarisée. Nous avons remplacé des salaires de 48 50 000 euros par des salaires plus modestes dans le tertiaire. Donc il faut déployer les voiles avec ce glaive, le glaive de la compétitivité, de la productivité, mais aussi un bouclier. Le bouclier européen, c'est l'Allemagne qui, depuis quelques jours, mes chers collègues, cher Jean Bizet, préside l'Union européenne. C'est avec l'Allemagne que les liens se sont un peu retissés. Il faut les renforcer. Exiger ce bouclier européen. Exiger un changement de logiciel pour la concurrence. Acceptera-t-on demain, face aux Chinois et à la planète, d'avoir des champions européens? Pour ça, il faut changer le logiciel de la concurrence. Exiger, défendez la PAC. Défendez une politique agricole commune, bien sûr, mais défendez aussi une autre conception du libre-échange. Et nous attendons, Madame la Ministre, vous qui êtes chargée d'écologie, nous attendons avec impatience au Sénat qu'on transmette au Sénat, à notre Assemblée, pour qu'elle puisse enfin voter le CETA, pour que nous puissions voter contre, mes chers collègues. Parce que le CETA n'est pas bon ni pour l'agriculture, ni non plus pour la planète. Et nous le ferons. Nous ferons ce que nous disons et nous le voterons. Nous voterons contre, bien sûr, le CETA. Et puis enfin, exiger, comme je l'ai entendu d'Hervé Marseille il y a quelques instants, une frontière verte, c'est-à-dire une frontière carbone. Ce sera bon, là encore, pour le climat. Et ça sera encore meilleur, du reste, pour les emplois. Il faudra beaucoup de courage, Monsieur le Premier ministre. Vous avez de la sincérité et je pense que vous avez du courage. Je n'en doute pas même. Mais il faudra beaucoup de courage. Il faudra tourner le dos aux idées toutes faites. Un jour, discutant avec un journaliste, un auteur que j'aime beaucoup, Hannah Arendt, avait dit « Les crises ne deviennent catastrophiques que lorsqu'on y répond avec des façons toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés. » Et oui, il faudra que vous tourniez aussi le dos à tous ces préjugés, à toutes les vieilles recettes. Oui, il vous faut déboulonner les statues. Pas les statues qui nous surplombent, la statue de Saint-Louis, la statue de Portalis et la statue de Colbert que malicieusement le président du Sénat a mis juste dans son alignement et dans le vôtre. Les statues dont je parle, mes chers collègues, ce sont les statues virtuelles. Ces idoles, ces mensonges. La première, c'est l'argent facile, l'argent magique. Qui peut croire que demain, jamais nos créanciers n'exigeront le remboursement de leurs créances? Qui peut le croire? Qui peut croire que demain, les nations en Europe qui compteront auront été les nations qui auront dépensé sans compter? Qui peut le penser avec certitude? Et puis, il y a d'autres statuts virtuels. Celles qui consistent, par exemple, à faire de la dépense publique le seul critère, la seule mesure de l'efficacité de l'État, de l'efficacité des services publics. C'est ce que vous faites, malheureusement, actuellement, avec le Grenelle de la santé. Bien sûr, il fallait revaloriser
les carrières, les salaires des personnels soignants, mais revaloriser, faire un chèque de 8 milliards, sans ne rien dire de la tarification, du financement de l'hôpital, de sa gouvernance, mais aussi de son organisation. C'est Sisyphe, c'est le tonneau des Danaïdes, monsieur le Premier ministre. Donc il faut réformer, bien sûr, et il faut dire la vérité, et non seulement avoir le courage de le dire, mais surtout le courage de faire, puisque vous disiez, il y a quelque temps, que vous étiez plutôt un taiseux et un faiseux, bien sûr. Et puis je terminerai, parce qu'elle est fondamentale, et qu'elle commande sans doute peut-être tout le reste, par la crise civique. Ma certitude est qu'en réalité, pour relever, pour redresser l'économie d'un pays, les ressorts du développement économique sont sans doute matériels, mais ils sont avant tout immatériels. Ils sont avant tout immatériels parce que, et vous l'avez moins prononcé dans ce discours qu'hier, hier vous avez dû prononcer une quinzaine de fois, je crois, le mot confiance. Eh bien, la confiance est immatérielle. C'est un climat, c'est une atmosphère, c'est une relation entre les uns et les autres, les citoyens. Mais sans confiance, il ne peut pas y avoir de croissance. Et nous sommes le peuple, de tous les peuples européens, vous voyez, qui avons le moins confiance dans l'avenir, qui sommes les plus sceptiques vis-à-vis de nos dirigeants. Très franchement, je veux bien nous mettre dans le même paquet, je pense que les Français nous mettent dans le même paquet, monsieur le Premier ministre. Je ne me distingue pas, nous ne nous distinguons pas par rapport au gouvernement. Mais ce que je vous dis, c'est que les Français ont sans doute quelques raisons d'être aussi sceptiques, d'être aussi défiants. Parce que tous les piliers de nos institutions, les uns après les autres, ont été ébranlés. Ébranlés, défier la République, défier à Dijon, quand les règlements de différends entre les bandes se règlent non pas au commissariat ou à la préfecture, mais dans une mosquée. Défier la République, quand les enclaves communautaristes, séparatistes, se multiplient partout en France, et quand dans ces enclaves, on échappe à la règle commune. C'est la République, bien sûr, qui est défiée. Défier, fragiliser la démocratie, quand on a tous constaté le taux de participation, l'abstention dramatique aux élections locales, fragiliser la démocratie, quand vous légitimez le tirage au sort, la démocratie du hasard, la démocratie de la courte paille, mes collègues. Et oui, la justification de la décentralisation, c'est d'abord d'essayer de recoudre le fil de la confiance dans la proximité et avec la loi NOTRe et d'autres textes. Nous avions construit, au contraire, la société de la défiance, c'est-à-dire la société de l'éloignement. Vous devrez construire la société du rapprochement, la société de la proximité. La proximité, c'est l'efficacité. Nous l'avons montré en pleine crise du Covid. C'est en même temps la proximité, le lien social. Le lieu, c'est le lien, homme de territoire que vous êtes. Et en même temps, la proximité, c'est l'espace de confiance. C'est cet espace qu'il faut reconstruire. Mais ne faites pas la différenciation avant de faire de la décentralisation. Posez d'abord un cadre général et ensuite vous différenciez. Mais faites pas l'inverse, vous mettrez la charrue avant les bœufs. Je veux vous le dire au nom de mon groupe, aujourd'hui, solennellement. La démocratie et enfin, l'État-nation, lui aussi fragilisé. L'État-nation qui est notre façon d'être au monde. Cette figure historique collective française qui est terriblement ébranlée. État-nation, l'État bureaucratique qui s'est formidablement dilaté à la mesure que l'État régalien s'est rétracté. Pas un mot du président de la République, mes chers collègues, le 14 juillet, sur le meurtre d'une jeune gendarme. Pas un mot non plus sur le lynchage à Bayonne d'un chauffeur de bus. Eh bien, à Aiguillon ou à Bayonne, c'est la loi de la violence ordinaire qui a prévalu. La France est désormais de tous les pays d'Europe celui qui affiche le taux d'homicide proportionnellement à son nombre d'habitants le plus élevé. Alors franchement, construirez-vous les prisons? Est-ce que le numerus clausus carcéral tiendra lieu encore de politique pénale? Ce sont des questions concrètes auxquelles vous devrez répondre parce que l'État a été fragilisé. Et la nation française, déchirée, son tissu déchiré par un communautarisme, par un séparatisme, par un sécessionnisme, qui n'ont trouvé en phase 2 pour l'instant qu'une pensée molle, que des actes faibles. Que ferez-vous? Reprendrez-vous les propositions du Sénat en matière d'interdiction, par exemple,
des signes ostentatoires lors des sorties scolaires. Il y aura des actes concrets à poser là aussi, des décisions urgentes, courageuses à prendre. La nation fragilisée quand certains veulent la voir désignée comme coupable, éternellement coupable, coupable de culpabilité, comme disait un personnage dans un film de Bergman, Les Fraises sauvages. Mais si pour être aimable, la France doit d'abord se reconnaître coupable, comment nous, Français, si nous avions seulement de notre histoire une vision lacrymale et pénitentielle, comment pouvons-nous nous projeter dans l'avenir pour surmonter l'épreuve? Comment est-ce qu'on peut, si on dit que la France est un contre-modèle, vouloir que les jeunes générations qui sont sur la voie de la sécession puissent s'agréger à notre destin collectif? Je vous le demande, comment vous devrez porter fièrement les couleurs de la nation française, nos valeurs aussi. Alors pour terminer, Monsieur le Premier ministre, je serai bref pour dire que la conviction qui nous habite et qui m'habite, c'est que vous ne pourrez pas répondre à la dépression économique et sociale sans répondre à la dépression civique, c'est-à-dire à la défiance. La défiance, elle est fille de l'impuissance. Cette impuissance, plus aucun artifice de communication désormais ne parvient à la masquer. La politique crève, elle crève de cette obsession de crever l'écran. Depuis le début du quinquennat, sans doute aussi avant, évidemment. Beaucoup de Français ont été perdus, et ils sont perdus. Ceux qui veulent retrouver dans la politique, ça n'est pas un nouveau chemin, ça n'est même pas un nouveau monde. Ceux qui veulent retrouver, c'est la France. La France avec son audace, la France avec sa fierté, la France avec sa destinée. Un peuple libre, uni face à l'épreuve, uni dans un idéal français qui est l'idéal qui nous rassemble, quelles que soient nos appartenances partisanes ou géographiques. C'est cet idéal français qui doit dessiner notre chemin, qui doit dessiner la seule perspective. Si vous l'emprunterez, nous serons à vos côtés. Si vous en détournez, nous combattrons votre politique. Vive la République et vive la France.